Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Dijon et c'est Virginie Rebaudot qui nous reçoit dans son cabinet. Virginie, bonjour. Bonjour Céline. Alors Virginie, vous êtes hypnothérapeute, c'est-à-dire que vous vous servez de la technique de l'hypnothérapie Tout à fait. pour accompagner les gens. Voilà. Alors, on va commencer, j'ai envie de commencer par ça, parce que l'hypnothérapie, c'est de plus en plus connu, on en parle et les gens sont de moins en moins frileux, mais quand même, encore certaines personnes ont du mal à aller vers cette technique-là parce que il y a une peur de perdre le contrôle. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer, enfin nous, pas moi, mais vous, pour ceux qui sont encore un petit peu frileux avec cette méthode-là, comment ça fonctionne l'hypnothérapie et puis pourquoi il n'y a pas de perte de contrôle? Effectivement, c'est une peur qui réside encore. Alors on va tout de suite la faire tomber. L'état d'hypnose, c'est un état naturel. C'est comme quand on est en train de conduire en mode pilote automatique, ça nous arrive à tous. Oui, complètement. Ou lorsqu'on est un peu en état de sidération devant la télé, ou dans un état extrêmement amoureux. Ou lorsqu'on est hyper focalisé sur un livre, une histoire. Donc on est dans cet état un peu de ce qu'on appelle de dissociation. Un peu, j'aime bien l'idée de pilote automatique. Donc on peut très bien avoir une séance d'hypnose sans perdre le contrôle, même tout en étant en train de discuter. Et là, je dirais que j'adapterais l'état en fonction de la personne, sa capacité à bien vouloir lâcher prise ou à vouloir vraiment être hyper présent. Je prends l'exemple des enfants. Un enfant, on ne va pas l'allonger, le mettre en état de relaxation. Donc on va se mettre par le jeu, par des jeux de projection, dans un état d'hypnose conversationnelle. Le jeu en lui-même met l'enfant dans un état de dissociation. Et on a accès à la partie de lui qui sait tout. Je ne dirais pas l'inconscient, mais la partie de lui qui sait tout. Donc finalement, on peut très bien être en train de discuter et d'accéder à la partie de soi qui sait tout. Donc, ce qu'on nomme l'inconscient. L'inconscient, c'est comme dans un ordinateur. C'est tout ce qui dort, toutes les mémoires, tous les programmes, toutes les réactions, tout ce qui s'est créé, tout ce qui structure nos réactions, nos modes de fonctionnement, c'est tout ce qui dort. Le conscient, c'est comme là, toutes les deux, c'est ce qui vient, c'est nos paroles. Comme quand on allume un ordinateur, on a 2-3 logiciels allumés, les réseaux sociaux. Ça, c'est notre conscient. Donc finalement, il n'y a pas de choses nébuleuses autour de l'inconscient. C'est plus la partie qui dort et qui sait tout, et la partie qui est là et qui est présente. Et l'idée, c'est pour accéder à cette partie qui dort et qui sait tout, de lever un petit peu les contrôles et de permettre d'y accéder dans un état un petit peu moins contrôlant. Mais on peut l'être tout en étant conscient. Il ne se passe rien en dehors de la conscience, justement. Il ne se passe rien, on ne peut pas faire quelque chose au patient qu'il n'a pas envie de faire. Absolument pas. Et c'est ça dont les gens ont peur. On ne peut rien, déjà on ne doit pas, mais on ne peut pas. On ne peut pas créer, demander, suggérer quelque chose qui n'est pas en accord avec la personne. Elle va l'entendre et puis par ailleurs, dans ma façon de fonctionner, je demande toujours à la personne, à la partie qui sait tout, d'être mon allié. D'être là dans le bien, pour le bien de la personne consciente. Donc de toute façon, il y a toujours un travail à trois finalement, quand on dissocie. Ce qui fait que le conscient de la personne entend bien qu'on est en train de faire une alliance dans son intérêt. Oui, dans son intérêt, voilà. C'est toujours. Donc voilà. Et on n'est pas du tout, évidemment pas, dans l'hypnose de spectacle. Mesmer est à des kilomètres de la pratique de l'hypnothérapie. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est absolument pas là-dedans. On n'est absolument pas là-dedans. Ça, c'est pas... On n'est absolument pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans le... Voilà. Dans l'intérêt de la personne. Et tout est écologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui ne sont pas réalisables. On se met à la hauteur des ressources de la personne pour mobiliser les bonnes ressources, justement. C'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur la partie négative, donc travailler ce qui est à travailler, mais aussi mobiliser les ressources. Et retravailler les ressources positives. On ne va pas que se focaliser et aller gratter les choses. Voilà. Donc on est vraiment dans l'intérêt du patient et de ses progrès. Ok. Donc là, je pense qu'on a rassuré les spectateurs. Donc, cette méthode, elle vous permet d'agir tout d'abord sur le patient, sur les douleurs physiques du patient. On est d'accord? Douleurs physiques, morales, enfin... Alors, les douleurs physiques, par exemple, sur quoi on peut agir? En fait, l'hypnothérapie va agir sur la perception de la douleur. Ah, ok. Ce qui fait qu'on peut aborder toutes les douleurs. Bien sûr, comme tout, il n'y a pas de... C'est pas magique. Il y aura certaines résistances, peut exister chez certains, mais c'est comme dans toutes les pratiques, dans toutes les techniques, qu'elles soient
quelle qu'elle soit. Mais on va travailler sur la perception de la douleur. Donc on peut aider les personnes qui ont des maladies chroniques à jouer, comme dans l'endométriose, en période difficile, on peut jouer là-dessus. On peut vraiment jouer sur toutes les douleurs. C'est vraiment travailler sur la perception de la douleur. On a plusieurs outils techniques pour ça, où la personne va s'approprier des techniques et jouer dessus. Donc c'est vraiment la perception, donc après on peut aller très loin. C'est intéressant ce que vous dites et c'est surtout très important, c'est que l'hypnothérapie ne va pas diminuer la douleur, elle va diminuer la perception de la douleur. Ce qui fait qu'on peut vivre avec. Voilà. Voilà, là il y a même des interventions en hypnose en cas d'accident lors des incarcérations, pour que la personne soit coupée de sa perception. D'accord. Voilà, donc ça peut. Moi j'ai pas ces outils-là aussi puissants. En tous les cas, on a un vrai résultat sur la perception de la douleur et l'amélioration de la qualité de vie. Et aussi sur l'angoisse, l'appréhension, d'avoir mal. Enfin, on peut vraiment aller en amont aussi. D'accord. Et alors, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, elle a aussi, l'hypnothérapie, un effet sur les douleurs morales, émotionnelles. Ça veut dire qu'on peut avoir un impact sur la colère, la tristesse, des choses comme ça. On va aller derrière chaque émotion, on va aller comprendre ce qui génère cette émotion et pourquoi on a aussi souvent les mêmes réactions émotionnelles. Donc l'hypnothérapie s'adresse à toutes les personnes qui ne sont pas bien, troubles du sommeil, qui ont envie d'arrêter de fumer, des phobies, des envies de changement, des problèmes de couple, parce que derrière, en fait, il y a ces douleurs de vie, donc ces douleurs émotionnelles, ces difficultés, ces schémas répétitifs, ces schémas bloquants, qui ont été des solutions adaptatives à un moment donné. Dans l'enfance, dans l'âge adulte, on réagit de manière... on est toujours en mode survie, donc soyons bienveillants avec nous-mêmes. Ce qu'on a mis en place à un moment donné, c'est un moyen de tenir debout. Sauf qu'on avance encore avec ces façons de réagir, ces façons de fonctionner, qui ont une vraie valeur à un moment donné, mais qui peuvent finir aussi à un moment donné à être une solution périmée et devenir encombrante. Et on ne peut plus se sortir de situation avec toujours ces systèmes qui ont été construits en réaction à. Et ce sont les seules réactions qu'on a pu construire. Donc finalement, on va les répéter à des moments où ce n'est plus approprié de les répéter. Et ça peut être entravant ou pas. C'est pas tant ce qui se joue, c'est est-ce que ça m'entrave ou ça ne m'entrave pas aujourd'hui. Et on va pouvoir aller et rejouer sur les réactions et avec les nouvelles ressources aujourd'hui, retravailler les traumas pas bien métabolisés au niveau des émotions, les deuils, etc. Ce qui s'est joué, les réactions qui ont été de manière adaptative construites autour de tout ça et dénouer tout ça. Donc de la même manière, on peut agir aussi sur les addictions, parce que les addictions, c'est la même chose en fait. Complètement, on va comprendre qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qu'il y a l'intention, à quoi je réponds quand je vais, prenons l'exemple de la cigarette, à quoi je réponds quand je vais fumer. Qu'est-ce que je vais aller éteindre comme angoisse, comme bénéfice secondaire aussi. Dans la cigarette, je vais éteindre une angoisse, un stress, donc je vais apprendre cette réaction-là. Et puis aussi, je vais avoir le bénéfice secondaire du lien social, etc. Mais aussi, qu'est-ce qui est à l'origine de ces angoisses? Quel traumatisme dans l'enfance, dans l'adolescence, on a oublié ou pas, mais on vient aussi rejouer à chaque fois qu'on est en stress. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris à dépasser, on a fait comme on a pu. Donc on va pouvoir jouer, par exemple, dans une addiction, vraiment sur le produit, se désensibiliser au produit avec l'hypnose, s'en dégoûter même, et aller retravailler sur ce qui se joue, sur les stress, comment on gère les émotions, comment on a appris, malgré nous, à éteindre nos émotions avec une cigarette, avec du sucre, etc. Et pour justement apprendre de nouvelles réactions à nos émotions. Et comprendre et aller dénouer à l'origine de ces émotions le traumatisme ou l'événement, parce que c'est un mot qui peut être chargé de sens, traumatisme, l'événement originel qui a fait qu'on s'est structuré de cette manière-là. Même si on ne se souvient pas consciemment. Là, le but de l'hypnothérapie, c'est d'aller rechercher ce dont on ne se souvient pas. On peut aller justement rechercher ce dont on ne se souvient pas et de manière non douloureuse, justement. On n'est pas obligé d'aller s'étaler. C'est vrai. Et revivre. Et le revivre. On va demander si c'est pas... S'il y a une amnésie qui s'est installée, c'est pas pour rien. C'est qu'elle est protectrice.
seulement elle est allée étouffer quelque chose. On va pouvoir y accéder sans se remettre en difficulté. Cette amnésie, il faut l'entendre, c'est un signe, c'est que la personne, c'est trop violent pour elle. Donc on va respecter ce mode-là et aller rechercher les choses, l'aider à les restructurer avec les ressources nouvelles, relire le passé, pour refaire face autrement qu'avec ces fonctionnements répétitifs, erronés, qui deviennent entravants. Okay. Donc quelqu'un qui peut se retrouver aussi dans des situations, une vie conjugale difficile, peut comprendre aussi comment ces fausses croyances, ces schémas limitants se répètent et aller entendre ce qui a pu se jouer et qu'aujourd'hui les solutions même ne sont plus appropriées. Donc c'est-à-dire que ça concerne tous les pans de la vie finalement, professionnel, même le sommeil, qu'est-ce qui joue, pourquoi une anxiété, et donc on va les traiter à l'origine, mais aussi apprendre de nouveaux modes adaptatifs appropriés qui permettent d'avancer, de se sentir libéré. Okay. Est-ce que tout le monde est réceptif? Parce que j'entends parfois des gens me dire, moi j'ai fait l'hypnose, hein, et je n'y croyais pas parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, et j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Oui. Pour autant, ça a fonctionné. Oui. Et j'entends encore des gens me dire beaucoup, mais moi, sur moi, l'hypnose, ça ne marchera pas de toute façon, je ne me laisserai jamais aller, etc. Donc, est-ce que tout le monde est réceptif? En théorie, oui. L'idée, c'est que quelqu'un qui n'a pas été réceptif, c'est une personne qui n'a pas été bien accompagnée. On doit prendre le temps. D'accord. Trouver exactement la clé d'entrée, la clé d'accompagnement. C'est qu'on n'a pas assez rassuré, c'est qu'on n'a pas trouvé le mode ludique, ou c'est qu'on... Moi, je dirais que là, pour le coup, c'est que le thérapeute n'a pas trouvé la clé d'entrée. Et il n'y a pas de résistance, justement. C'est de trouver la bonne façon. C'est comme je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien être en hypnose conversationnelle aussi, pour ne pas faire le contrôle, et amener la personne aussi à se rassurer, etc., d'y aller de manière progressive. Il y a plusieurs angles d'approche. On doit trouver, en tant que thérapeute, en tant qu'hypnothérapeute, la clé d'entrée. En théorie, il n'y a pas de résistance. Quelqu'un qui est hyper dans le contrôle doit pouvoir accéder aux bénéfices de cet état dissociatif. Mais il y arrive d'ailleurs. Il y arrive. Quelqu'un qui est dans le contrôle est en pilote automatique quand il conduit. Exactement. Donc voilà, c'est comment l'aider à y aller de manière rassurante. Ouais. Ok. Oui, c'est ça en fait, il faut dire aux gens, c'est que tout le monde y arrive, tout le monde est réceptif, puisque tout le monde est à certains moments en hypnose, quand on conduit, quand on prend le train et qu'on regarde par la fenêtre, enfin bref, voilà. C'est vrai qu'on a l'image de la relaxation, d'état profond dans lequel on va s'endormir. C'est vrai que je propose pour certains adultes un état de relaxation profonde, donc j'y mêle aussi des inductions, des suggestions de relaxation, mais pour ceux qui sont réceptifs, parce qu'il y a double bénéfice. Il y a le bénéfice du travail en profondeur, et aussi le bénéfice sur l'instant T d'être complètement coupé de tout, de cette bulle où on se ressource, de ces bénéfices un peu relaxation, voire méditation. Pour le coup, ce sont deux choses différentes qu'on va finir par amalgamer. On n'a pas besoin d'être allongé et de partir totalement à chaque fois. Ouais, c'est intéressant. Donc il y a une espèce d'amalgame. Ouais. Voilà. Et on peut très bien... Et toute votre subtilité, c'est d'adapter justement ces techniques à l'individu en face de vous. En face de vous, pardon. Complètement, avec un ado, avec les ados, là j'ai pas mal d'ados qui sont en phobie scolaire, en perte de confiance, etc. Mais on est debout, hein. On est bobby dans la pièce. Okay. On échange, on imagine, on part ensemble, et puis hop, donc là il n'y a pas un ado qui est sur la table. Hein. Okay. Donc là on enlève les chaussures tous les deux et on part et on est même en action avec le corps. Hein. Ouais. Donc il y a vraiment, on est loin de l'amalgame. Le contrôle. Oui, on est loin de l'image fantasmagorique qu'on se fait de l'état d'hypnose, et c'est bien. Donc l'hypnose peut se faire assis, debout ou couché. Voilà. Oui. Donc les enfants, ça marche pareil, super bien avec eux, mais avec une méthode différente, c'est bien. C'est très intéressant chez l'enfant. Ouais. C'est surprenant à chaque fois à quel point ça peut être bénéfique justement. Et oui, c'est via le... On a des outils intermédiaires via le jeu, des cartes un peu projectives mais différentes, et on entre en contact avec la partie de l'enfant qui sait tout, au gré de jeux, de voyages, de projections, et leur aussi on leur communique, on leur donne des moyens d'auto-hypnose, de se créer des bulles de rassurantes, c'est-à-dire qu'ils intègrent un état de bien-être ensemble, ils peuvent s'y reconnecter, alors, ils s'approprient des outils, c'est aussi gratifiant, c'est narcissisant.
ça vient, c'est un cercle vertueux au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, et c'est vraiment vertueux. Bien sûr. En plus voilà, donc l'enfant, effectivement, on est en train de jouer, il y a plein de petits outils. Donc l'enfant est assis par terre, en train de dessiner, de regarder les cartes, de construire son histoire, voilà. Et jamais allongé. Bien sûr. Donc on est en échange permanent. Et c'est avec mes outils d'hypnose conversationnelle, mes outils d'entrée avec la partie 2 qui sait tout. Et d'ailleurs, les enfants le disent, hein, heureusement que c'est la partie de moi qui sait tout qui s'en occupe, hein, parce que moi, ça me fait un petit peu peur. Hein. C'est marrant ça. C'est marrant. Ouais. Vous avez une intelligence comme ça par rapport une capacité à déléguer à la partie qui sait tout, mais qui fait bien le job, hein, qui fait bien le travail. C'est extrêmement... ouais. Donc voilà. C'est vraiment hyper individuel et ça peut être très, très en action. Et quand vous disiez, c'est très très individuel, ça j'ai l'impression un petit peu que c'est votre touche. C'est ce qui fait votre couleur, ce qui fait que vous abordez l'hypnothérapie d'une manière peut-être singulière par rapport à d'autres, mais ça vient aussi de votre parcours de vie. Mais c'est tout moi aujourd'hui, c'est ce que je réalise aujourd'hui, ce que je mets aujourd'hui dans l'accompagnement de l'autre. C'est toute cette lecture, alors je dirais instinctive, mais c'est pas de l'instinct en fait. C'est tout ce que j'ai acquis consciemment, inconsciemment au gré de ma vie personnelle, de mes expériences personnelles. J'ai une vie, on a tous des incidents de vie, des parcours de vie riches. Je suis passée près d'un an 2 fois, je suis une madame résilience en fait. Et puis tout a été source d'apprentissage, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle. J'ai aussi beaucoup cherché j'ai toujours voulu aider. Donc j'ai toujours cherché à être dans l'aide. Je suis même allée jusqu'à être chef de groupe RH, parce que derrière moi, il y avait, au fond de moi, il y avait cette idée de bien-être au travail, d'accompagner, donc de comprendre les systèmes économiques, comment fonctionnent les choses, de comprendre les impacts sur les personnes. Donc cette espèce de recul en ayant été vraiment les 2 pieds dans la vraie vie professionnelle, donc la comprendre de manière sociétale et puis la comprendre comment on la vit et comment elle peut aussi peser. Donc c'est vraiment tout ça c'est intriqué en moi et a fait de moi la texture que j'y mets aujourd'hui, une espèce d'intuition quand l'autre vient me livrer sa vie, de percevoir avec tous les outils qui sont les miens, en étant passée par une maîtrise de psychopathologie clinique. Donc il y a une façon d'avoir intégré tous les mouvements psychanalytiques, d'aller y piocher de manière intégrative, donc chaque courant, ce qui peut être intéressant dans la lecture de l'autre, et puis dans les thérapies brèves d'aujourd'hui, des outils plus efficients, plus courts, donc cette espèce j'ai pioché un peu partout, et dans mon expérience aussi, pour en faire aujourd'hui ce qu'on me renvoie, c'est-à-dire que je vais aller taper là où il faut, mais de manière douce. Mais en fait, libératoire. Votre vie dont vous vous inspirez, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, quand même, on remarque qu'au centre de votre vie, il y a l'humain qui est toujours présent. Complètement. Et la sensibilité et la volonté de comprendre l'humain et de l'aider, de l'accompagner, j'ai envie de dire. Mais ça fait, en fait, vous vous servez de votre côté pluriel. Oui. Vous êtes une femme plurielle, comme totalement toutes les femmes, mais vous vous en servez dans votre pratique, finalement. Oui. Ça devient une pratique plurielle, et en fonction de chaque individu et de chaque sensibilité, hop, j'ouvre ma caisse à outils, et hop, je vais prendre ça, et hop, et voilà. ça, etc. Et jamais au détriment de l'autre, mais tu viens pour ça, mais finalement, c'était ça à la base. Et finalement, dans ce qui m'est renvoyé, c'est qu'on va un petit peu quand même pouvoir se libérer et avancer. Se libérer et mobiliser de nouvelles ressources. On n'est pas qu'en train de gratter, donc voilà, c'est comment... Merci beaucoup Virginie d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé sur l'hypnothérapie et votre manière de pratiquer. Ah bah si, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci Céline. À bientôt.